Vous êtes bien dans un état critique, saison 1, épisode 6. Au programme de l'heure qui suit, on a du Cruise, on a du Clapiche, du presque John Wick, et si on a le temps pour en dire du mal, du Wes Anderson. Bref, comme d'habitude, on a vu des films, on a aimé, on est passé à côté, on vous dit tout. Le débat du mois, c'est surtout nos attentes de l'été. Alors, qu'est-ce qui nous fait envie pour aller nous mettre au frais devant la canicule annoncée ? La critique vintage nous a fait revoir un film avec un pic à glace et, spoiler alerte, on le ferait peut-être pas de la même manière aujourd'hui. Et en fin d'émission, nos recommandations à voir, entendre ou lire. Avec moi, ils ne sont pas 3, mais 2, Olivier et Christophe, Florian étant en décalage horaire, mais on l'embrasse. Je suis Lilian et on commence tout de suite après la virgule. Avant de commencer, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous à Spotify, Deezer, Apple Podcast, PodCloud, on est partout. Vous nous mettez les 5 étoiles et c'est que de l'amour. Et maintenant, on est même aussi sur Facebook et YouTube grâce à Christophe. Abonnez-vous là aussi. Christophe, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors je sais, on enregistre cette émission le 11 juin, on n'a pas pu la faire avant, je vais faire le montage automatiquement derrière. Florian nous manque bien fort, mais en tout cas, encore une fois, on lui fait plein de bisous. Bah voilà, parfois on n'a pas toujours les agendas qui arrivent à s'agglutiner bien comme il faut. On pense peut-être faire une autre émission d'ici la fin du mois, mais on vous laissera pas tout seul durant l'été parce qu'on vous prépare une ou deux petites choses bien sympathiques. On part tout de suite dans les films qu'on a vus et bien sûr, on va essayer d'en parler grandement durant cette émission, mais le Mission Impossible 8, est-ce que ta mission, si tu l'acceptes, Christophe, est-ce que tu es capable de résumer le film ? Oui, bien sûr. Dans ce 8e opus, Tom Cruise prouve une fois de plus qu'il n'a pas besoin d'être un Avenger pour sauver le monde. Cette fois, il affronte une menace si secrète que même le scénario n'a pas l'air au courant. Une intelligence artificielle si redoutable qu'elle semble avoir écrit le scénario elle-même. Mais bon, en vrai, on s'en fout un peu. Tout ce qu'on veut voir, c'est Tom Cruise faire des trucs impossibles. Alors, faut savoir qu'on s'est déjà nous donné un petit peu nos critiques un petit peu en amont sur notre groupe WhatsApp et peut-être qu'on ouvrira un Discord, le Discord dans un état critique au public si vous voulez venir aussi nous dire ce que vous pensez des films ou nous insulter. Donc on sait très bien qu'on a à peu près tous les trois le même avis, avec évidemment des nuances, et le quatrième qui n'est pas là aujourd'hui pour se défendre, et ben c'est pas grave, il va en prendre plein la tête. Je pense que notre ami Florian ne nous en voudra pas de dire que lui, il a plutôt kiffé. J'ai pas sa critique devant moi, mais si pendant qu'on parle, Christophe est capable de retrouver ce qu'il avait écrit sur le groupe WhatsApp, ça nous fera toujours plaisir. Et pendant ce temps, Olivier, je t'en prie, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Mission Impossible 8. Bon, alors a priori c'est le dernier pour cette franchise que j'adore, mais vraiment que j'adore. C'est peut-être une bonne idée parce que celui-là, c'est quand même pour moi le film de trop. Alors je dirais même le film du trop. C'est-à-dire c'est trop long, il y a trop de blabla, chaque scène est allongée à son maximum. Et pour le coup, c'est plutôt amusant. Il y a très peu de scènes d'action, de réelles scènes d'action, à part la petite baston qu'on retrouve dans chacun des films pour qu'ils essayent de s'évader. Voilà. Elle met plus d'1 heure à arriver. On n'a finalement pas grand-chose en termes de pure action à se mettre sous la dent. Et je trouve qu'à un moment, même ces grandes scènes d'action, elles sont tellement longues qu'on n'y croit plus. Ce qui était énorme, par exemple, alors je veux pas dire de bêtises, dans Fallout, c'est là qu'il est accroché à l'avion. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, ça dure 4 minutes, plan fixe, on le voit accroché à l'avion décolle, on se dit c'est 100% Cruise, c'est vraiment dingue. Pareil sur l'immeuble dans Ghost Protocol à Dubaï.
là, qu'il soit dans l'eau congelée pendant 6 minutes, que la scène en dure 15, il y a un moment, non, on y croit plus. Il meurt, il revient, il était en hypothermie. C'est trop, ça devient too much. Le suspense fonctionne plus. C'est ce que moi j'adorais justement, je reviens sur cette scène à Dubaï, dans le Ghost Protocol. C'est en même temps, c'est assez drôle. Il y a du suspense. On est tendu. Là, il y a plus tout ça dans celui-là. Ça commençait déjà à être le cas dans le 7e. Là, je trouve qu'on n'y retrouve plus rien. Alors, l'intro de Christophe, c'est exactement ce que j'aurais pu dire sur le film. C'est-à-dire en fait, il y a plus de scénar, ou en tout cas, on dirait un scénar écrit par Michael Bay ou Roland Emmerich. Non, mais les dialogues, j'ai quand même noté une phrase à un moment, en parlant d'Ethan Hunt, donc de Tom Cruise. Il ne va pas faire ça pour une nation, mais pour toutes. Non, mais stop, quoi. Puis Hunt, ça devient une sorte de messie. Le gars, il va sauver le monde. Alors moi, j'ai toujours adoré le côté... j'allais voir un Tom Cruise movie, même dans Maverick. Mais là, ça devient une sorte de vanity project. Il est capable de tout. Il sauve tout le monde. Il se sacrifie pour les gens. Ouais, non. Sans mourir. Il se sacrifie sans mourir. Voilà, il se sacrifie sans mourir. C'est-à-dire que le gars, il est encore plus fort que Tony Stark dans Endgame. Non, mais voilà, ça en devient. Je trouve que ça en devient ridicule. Et puis alors spécialement dans celui-là, alors je reconnais, c'est un peu un passage obligé, mais par exemple tout le début en mode nostalgie, on voit ses anciennes missions, ils essayent de rattacher la plupart des anciennes missions avec celle-là pour nous faire croire qu'en fait depuis le début il y a un lien. Alors pareil, je vais pas spoiler, mais lien avec certains personnages. Waouh, non. Moi, alors j'ai fait un truc intéressant. J'ai revu les autres missions impossibles à partir de Ghost Protocol, là où ça devenait des grosses machines. Et je suis reparti après sur les premiers, bon, qui étaient déjà des blockbusters, mais plus pas encore aussi énormes que les derniers. Et je trouve qu'il y a vraiment ouais, commence à y avoir une déchéance. Alors voilà, c'est le dernier. Si c'est vraiment le dernier, tant mieux. Voilà. Après, c'est drôle. Je vais conclure là-dessus. Il reste un charme qu'on peut pas enlever à Cruise, à cette saga, aux persos, aux acteurs, parce que tous les acteurs autour de lui ont toujours été formidablement choisis. Alors à part le méchant qui a à peu près le charisme de la petite bouteille de cristalline qui est devant moi. Mais c'est marrant, on n'arrive pas à détester. Moi, j'ai pas aimé, j'ai trouvé que c'était raté, mais j'arrive pas à dire que c'est, malgré tout ce que je viens de dire, que c'est une daube sans nom, quoi. Pour moi, il est resté un certain ennui là. Les 2h50, waouh. Christophe, est-ce que tu as retrouvé la critique, enfin, ou les choses que Florian en avait dit? Retrouvé, j'ai juste vu qu'il disait qu'on pinaillait, qu'on était devenu snob, et voilà. Que quand j'étais le premier à avoir vu le film, j'avais pas aimé, et quand il a vu le film, il avait dit j'ai kiffé, c'est cool, ça nous donnera une occasion d'en mettre plein la gueule à Christophe. Donc il prend pour le coup, les absents ont toujours tort. Alors, avant de te donner la parole, Christophe, je vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce que dit Olivier. Je pense aussi qu'en fait, on est déçus parce qu'on a toujours des attentes de plus en plus grandes face à cette saga qui nous a proposé des trucs quand même assez énormes. Moi, je retiens par exemple, bon, il y a plein de scènes que je retiens, mais la moustache d'Henri Cavill et la baston dans les chiottes, enfin tout ça pour moi c'est des trucs vraiment iconiques, et je trouve que là, j'ai l'impression que
bah, l'hormone de croissance et les stéroïdes anabolisants que pouvait prendre Tom Cruise, j'ai l'impression que en fait ça fait plus effet, qu'on commence même à le voir vieillir quelque part, lui qui a toujours eu ce côté Dorian Gray. Alors on veut tous savoir son physique à 62 piges, mais bon, c'est 62 qu'il a, hein, c'est bien ça, Olivier. Ouais, ouais, ouais. On veut bien tous, alors même si le film a été tourné avant, mais on veut bien tous avoir ce genre de physique et ses aptitudes, hein, évidemment athlétiques. Mais effectivement, le film s'essouffle très rapidement. Alors, moi, j'essaie de m'accrocher à Halle Atwell, que je trouve être une des plus belles femmes du monde, voilà, mais elle est juste là pour servir la soupe. Alors, ça a été teasé tout du long, donc on va pas, c'est même pas la peine de dire qu'on va faire un spoiler dessus. Mais un de ses potes qui meurt, mais il y a aucune attache émotionnelle, on s'en contrefou, on passe notre temps en réalité à regarder la montre en disant putain il y a encore ça. Les deux seuls avantages du film que je vois, c'est me donner envie de revoir les précédents à travers plein de scènes évidemment dont tu parlais Olivier par des petites choses comme ça à droite à gauche et on se dit putain il y a eu des très très bons films quand même et pourquoi et donc c'est terrible parce que je trouve que le film se fait vraiment du mal à lui-même en remontrant ce genre de scène qu'on a déjà vu, même si évidemment les 25 minutes au milieu du film dans ce grand passage euh, dans le, dans le sous-marin sont sauvent tout le film parce que je dirais même que les cascades finales autour de l'avion, bon, j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a déjà vu, mais dans le sous-marin, tout se passe, alors que le film a été blablateux pendant plus d'une heure et quelques, une heure et demie, et arrive cette scène qui doit durer, je sais pas, peut-être une 15-20 minutes, et tout se passe sans un mot. Et c'est là qu'il y a une espèce de regret en train de te dire, putain, mais ils avaient les moyens de peut-être d'écrire quelque chose d'autre. Alors, est-ce que c'est Tom Cruise lui aussi qui vieillit, qui choisit bien entre guillemets, qui choisit moins les choses et qui nous laisse sur cette espèce de goût, sachant que le précédent était déjà moins bien. Bon, ben voilà. Et je conclus en disant la même chose que toi, Olivier. Je peux pas détester le film. Alors, je déteste de m'avoir fait perdre, pardon, la première heure, mais je peux pas détester le film. Alors après, j'en sors avec une frustration immense. Et toi, Christophe, qui était le Exactement. premier à nous le voir, à le Bah, je voir. suis un peu raccord avec vous sur tout ce que vous avez dit, donc je vais faire assez court. Après, les scènes d'action, même si elles sont un poil longues, je trouve que ça envoie quand même du lourd. Il y a quand même peu d'effets spéciaux et ça se ressent. C'est quand même vraiment sympa de voir ça aujourd'hui. Après, moi, ce qui m'a gêné, il y a deux choses que vous n'avez pas parlé. C'est alors, le film est plus sombre, ce qui en général n'est pas pour me déranger, parce que moi, je suis souvent en train de râler sur le côté humoristique des films. Mais pour le coup, dans l'émission Impossible, il y avait un côté fun, les blagues de Hmm. l'équipe. Enfin, ça faisait partie du truc, un peu comme les Gardiens de la Galaxie. Et là, ouais, il y a vraiment un côté sombre qui n'apporte finalement pas grand-chose, vu qu'il n'y a Rien. pas énormément d'écriture des scénarios. Et bah, je regrette ce côté fun, des punchlines qui s'envoyaient ou des entraides, parce que là, c'est vraiment Tom Cruise pour Tom Cruise qui sauve le monde. Dans tous les autres films, c'est Tom Cruise qui sauve le monde, mais ils sont tous derrière leurs écrans à essayer de lui ouvrir le chemin, les machins, les bidules. Là, ça disparaît. Et il y a énormément de flashbacks. Il y a bien 5 minutes de flashbacks dans le film. Et là, ça te fait dire que les premiers films, ils prenaient un réalisateur par film et chaque réalisateur amenait vraiment quelque chose qui lui appartenait. Même dans le deuxième, qui est sûrement un de ceux que j'aime le moins, John Woo amène vraiment sa patte John Woo. Les scènes d'action sont filmées comme du John Woo. Il en a fait son film. Là, McQuarrie, les deux premiers films qu'il a fait, c'est parmi les meilleurs pour moi, mais arrivé à un moment, bah, il en a fait quatre, mais arrivé à un moment, c'est devenu la marionnette de Tom Cruise et il filme ce que Tom Cruise veut qu'il filme, mais Tom Cruise, c'est pas un réalisateur. Hmm. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose? Non, 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 c'est sur le côté noirceur, je disais rien, parce que, en fait, encore une fois, c'est même pas de la noirceur. Quand Nolan décide de faire un Batman sombre, c'est sombre. Ah bah oui. Là, alors il veut faire sombre parce que ça va être la fin du monde, effectivement, t'as tout à fait raison, il y a moins de punchline et tout,
Sauf qu'encore une fois, t'écoutes les dialogues, les machins, c'est du sombre bidon, quoi. T'as tout à fait raison, Lilian. Il y a aucun moment, pourtant il essaye, hein, mais il y a aucun moment de réelle émotion. Le personnage qui va mourir, pourtant on le voit depuis le début, hein. Ça fait 30 ans qu'on le voit. Tu devrais être un peu, Ah il y a ouais. rien, quoi. Non. Et puis, voilà. Et puis effectivement, ça montre tous ces flashbacks. Euh, Ça montre à quel point celui-là est en deçà. Et juste pour dire ce que tu disais, Christophe, qui est tout à fait juste, et c'est ce qui fonctionnait aussi avec la saga des aliens au début, Hmm. c'est que chacun amenait sa touche. C'était une vision, variation sur le même thème. Là, Macquarie, il a amené le truc dans quelque chose de ultra explosif, ultra dingue, les cascades de Tom Cruise. Ça a fonctionné sur les deux premiers qu'il a fait, qui sont, moi, je trouve, un peu moins bons que le Ghost Protocol, qui, je pense, est mon préféré. Pareil, Mais, c'est le meilleur. mais voilà, en fait, après, en fait, oui, ce que tu disais, Lilian, on attend une nouvelle cascade encore plus folle, mais à côté de ça, il n'y a rien de plus qui est amené dans la saga, quoi. Et alors là, c'est l'apogée du rien, quoi. Et pour essayer de conclure dessus, alors c'est vrai que Tom Cruise, c'est l'une des dernières rostas véritablement qu'on peut dire qu'on peut avoir. Voilà, on va voir un film de Tom Cruise, comme tu disais, Olivier. Et il s'est passé quelque chose avec le Maverick, avec le Top Gun Maverick, qui est pour moi véritablement un chef-d'œuvre, encore une fois, parce que c'était aussi une réflexion sur bah, ce héros-là qu'on avait connu nous quand on était jeunes et qui vieillissait, alors qui finissait quand même par damer le pion à la jeunesse, etc. Pourquoi pas? Mais il y avait quand même une vraie réflexion sur la vieillesse et sur le temps qui passe. Complètement. Et là, il y a malheureusement même pas ça. Tout ce qu'on peut souhaiter à Tom Cruise maintenant, c'est de fermer ce chapitre-là. Et je crois qu'il est parti quand même sur à aller retravailler avec des auteurs, avec je qualifie vraiment, je mets entre guillemets des vrais Oui, auteurs oui. de cinéma. Bah, Inaritu, Donc j'espère que voilà pour la, je sais pas si ça sera la dernière partie de sa carrière, mais en tout cas pour ce nouveau souffle désormais, j'aimerais bien que effectivement on retrouve aussi quand même ce comédien, parce qu'il faut pas oublier que Tom Cruise c'est à la base quand même, je pense moi, un des meilleurs comédiens qu'on a pu avoir de sa génération. Je sais pas si vous étiez d'accord ouais, avec moi, Christophe. Ah bah ouais, dans plutôt. Magnolia, par exemple, Bien sûr. Dans, chef-d'œuvre absolu. Tonnerre sous les tropiques, il est Ah bah pour le absolument. coup, il Je m'en suis parle, rendu compte au générique, Tonnerre sous les tropiques quand Oui, même. moi aussi. il parle de plus en plus sérieusement de cette fois qu'il s'y attelle à faire Oui, le spin-off. on va faire le spin-off de ce personnage qui est absolument Ouais, ça incroyable. devient quasi officiel, là. Christophe, je crois qu'il y a que toi et moi qui avons vu le clapiche, c'est ça? C'est ça. Bon, eh bien, Olivier, tu vas nous écouter. Alors, pardon, hein, oui, Ouais, effectivement, Florian, désolé, mon grand. Peut-être que dans la prochaine émission, si tu nous fais le plaisir d'être là, tu essaieras de défendre. On te laissera parler sur Mission Impossible et t'auras entendu nos arguments et tu te rendras compte que t'as tort. ça Euh, fera son coup de cœur. voilà, c'est ça. Christophe, le clapiche, tu nous fais un petit résumé? Dans son nouveau film, Cédric Clapiche mêle présent, passé à travers l'histoire de 4 cousins qui, en explorant la maison de famille, se lancent sur les traces d'une aïeule ayant vécu à la fin du XIXe siècle. Tandis qu'ils mettent à jour des souvenirs enfouis, le récit nous plonge en parallèle dans le destin de cette jeune femme découvrant un Paris en pleine révolution industrielle et culturelle. Eh bien, je sais que nous n'avons pas le même avis là-dessus, Christophe. Donc, laisse-moi faire le good cop d'abord, et puis tu feras le bad cop après. Non, juste pour faire très court, j'y allais sans grande motivation, sachant que j'ai toujours un rapport avec le cinéma de Clapiche. C'est plus ou moins en dents de scie, même si j'aime vraiment, je pense, plutôt la majorité de ses films. Si j'ai trouvé des choses un petit peu à y repenser, un petit peu laborieuses en termes d'écriture de scénario, qui font un tout petit peu trop pour moi, presque
docu-fiction sur, alors je sais pas si je spoil vraiment en parlant de ça, mais en parlant de la naissance d'un mouvement en peinture, sachant que j'ai plutôt que l'impression que le film parle d'autre chose. Euh, je me suis laissé moi emporter. J'ai trouvé la distribution de la plupart de ces jeunes comédiens, donc on voit véritablement au passé, et et puis bah une très très belle composition entre autres de Cécile de France et de tout le reste du casting. Je me suis plutôt laissé prendre par le film et j'ai passé un vrai beau moment, même si évidemment, bon bah voilà, quand on voit le Paris, ce Paris fin 19e, ça sent les effets spéciaux pas forcément hyper au point. Résultat, ça même parfois un tout petit peu grisâtre, je trouve. Et voilà. Mais je trouve le film par endroits un tout petit peu trop explicatif et, euh, et très très vite manichéen, qui fait qu'à des moments tu peux te dire bon, il y a ce côté c'était mieux avant, me gêne. Mais au-delà de ça, je sais pas, il y a une espèce de je vais pas dire d'énergie, mais de bienveillance. Voilà, c'est ça. Enfin, souvent, je trouve d'ailleurs le cinéma de Clapiche être un cinéma plutôt bienveillant. Et voilà, je me suis laissé moi plutôt emporter par cette bienveillance. Et toi, Christophe? Bon, après, j'ai pas été tester le film et on est quand même en raccord sur, sur plusieurs trucs. Donc, c'est juste que moi, j'ai pas été emporté. Euh, alors, Clapiche, c'est comme toi, ça fait partie des réalisateurs que je rate jamais un de ses films, mais je trouve que c'est en dents de scie. Nous deux, par exemple, j'étais passé à côté, alors que celui d'avant, Ce qui nous lie et encore, les deux, je les ai trouvés vraiment fabuleux. Et là, bah, je trouve qu'on retrouve toujours ces thèmes. Il parle de jeunesse, d'amitié, quête d'identité, et là, principalement d'héritage. Pour moi, c'est vraiment l'histoire du film, l'héritage. Et c'est pour ça que j'ai entendu beaucoup de retours négatifs sur le film, comme quoi il y a des filles d'eux, des fils d'eux. Et je trouve que bah, ça a du sens. Je pense presque qu'il a fait son casting en fonction de ça, tellement ça parle d'héritage, de descendance, etc. Donc Mmh. ça a presque du sens. Et pour moi, c'est ceux qui s'en sortent le mieux, les jeunes dans le film. Parce que autant j'ai été happé par toute la partie historique, autant la partie qui se passe à notre époque, elle sert de fil rouge. Mais je trouve que ça alourdit le récit. Les acteurs sont de leur zone de confort. McKen, il fait du McKen. Soualem, il fait du Soualem. Il y a que Cécile de France qui m'a fait rire à chaque fois qu'elle apparaissait. Elle a vraiment un rôle très très drôle. Et c'est pas là que tu l'attends particulièrement d'être drôle dans Mmh. un film. Mais sinon, ouais, s'ils avaient un peu cuté les parties dans le présent pour approfondir les parties dans le passé, j'aurais peut-être plus aimé le film. J'ai pas passé un mauvais moment, mais ça avait tendance à me sortir du film toute cette partie du présent. Par contre, la reconstruction de Paris, même si on voyait certains FX qui étaient un peu pourris, tout le reste, quand c'est pas en FX, je trouve que c'est quand même pas mal foutu. Ou même les transitions du passage d'une époque à l'autre. T'as un personnage qui rentre dans un bâtiment, il ressort du bâtiment, t'as changé d'époque. C'est assez malin. Oui, t'as une nana qui monte les escaliers, et puis c'est C'est ça. un jogger qui descend de l'autre. Effectivement, il y a des jolis passages comme ça. Il y a même un passage de science-fiction Ouais. où t'as donc le personnage que joue Zinedine Soilem, le prof, qui se fait applaudir par des élèves alors qu'il prend sa retraite. Comme malheureusement on voit tout ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui au niveau des collèges et des lycées, C'est clair. de voir un professeur se faire applaudir, on se dit que soit c'est un passage extrêmement positif et onirique de la part de Clapiche, soit il vit pas du tout dans la même réalité que nous autres, malheureusement. Et puis Oui, vas-y, termine, je t'en prie. il fait aussi un bel hommage à tout ce qui est art visuel parce que ça parle beaucoup de peinture, mais ça parle aussi beaucoup de photos, qui est Bien sûr. quand la photo est arrivée, tout le monde a dit la peinture c'est mort parce que la photo arrive, il n'y a plus d'intérêt. Et ça parle de cinéma, ça se passe en 1995, c'est l'arrivée du cinéma, c'est la création du cinéma. Et il aborde dans le film à un moment Mmh. très succinctement. Il te parle qu'il y a le cinéma qui arrive.
Et la date n'a pas été choisie par hasard parce que le cinéma était censé enterrer la photo, était censé enterrer encore la peinture qui était déjà enterrée par la photo. Et aujourd'hui, on a les plateformes de streaming qui sont censées enterrer le cinéma. Et quelque part, c'est peut-être une façon de dire que finalement, le cinéma fera comme la photo et la peinture et survivra et ça reste un art à part entière qui restera. Et ça, on en fera un sujet d'un débat très prochainement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire avec aussi l'arrivée, et enfin maintenant plus que l'arrivée, puisque l'intelligence artificielle générative est là, et à quel moment cette intelligence artificielle sera-t-elle créative? Donc on aura l'occasion d'en reparler. En ce qui concerne du prochain film dont nous allons parler, Ballerina, je crois qu'il y a que Olivier et moi qui l'avons vu pour le coup. C'est ça? Oui, Je je crois. ne l'ai pas vu. Je ne l'ai Ouais, pas vu. voilà. Et est-ce que tu peux nous en faire un petit résumé quand même? Oui, pour le coup, je suis pas allé trop me renseigner parce que c'est une franchise que j'apprécie. Et donc, il vaut ce qu'il vaut. En attendant que le studio trouve un moyen de faire revenir John Wick, il a vu que Ana de Armas a bien failli voler la vedette en 10 minutes dans le dernier James Bond. Donc la voici propulsée dans la franchise pour démonter des bouches et si possible avec du style. Olivier, qu'en penses-tu de ce John Wick? Est-ce que c'est John Wick du pauvre? Sachant que on peut parler de comment le film a été fait, comment il a été refait, tous les reshoots qu'il y a, etc., qui peut-être influencent aussi la vision qu'on peut en avoir. Euh, alors, d'emblée, après je vais un peu expliquer, j'ai vraiment pas détesté. J'ai passé un bon moment. Je lui vois même des qualités, on va dire, que n'avait pas notamment le dernier week. Euh, je comptais pas partir là-dessus, mais ça me lance le petit résumé qu'a fait Christophe. Alors je pense qu'effectivement c'est le petit rôle qui était peut-être la meilleure scène de No Time to Die, euh, puisque je sais même plus le titre en français, dans le James Bond. Euh, et là c'est drôle parce que alors effectivement ils en font une alors pas une agent secret, une tueuse évidemment, ça fight, baston et tout. Mais il y a un truc que je trouve déjà très intéressant dans Ballerina, c'est qu'ils utilisent pas du tout ce qui était pas le cas dans le James Bond, le côté sexy de Ana de Armas, la nénette. Et je crois pas qu'il y ait un seul moment, même où elle est en Marcel ou un truc comme ça. Ils en font vraiment une guerrière, cheveux hirsutes. Enfin, voilà, ils jouent pas du tout du côté sexy de l'actrice, et je trouve que c'est plutôt bienvenu. Alors, pardon, excuse-moi, je te Euh, coupe, mais les cheveux hirsutes, elle est jamais vraiment cheveux hirsutes, ne serait-ce que la première scène où elle se ah, mais, bat, bah où elle oui, se mais bat véritablement dans la glace. Elle a les guiboles à l'air parce qu'elle arrive, dans des elle robes arrive. échancrées. Bon, tu vois. Oui, bah parce qu'elle arrive dans une soirée, machin, voilà. Mais je veux dire, quand elle se bastonne, c'est pas le Mmh, personnage, c'est pas celle qu'on voit par exemple dans le James Bond, effectivement, mmh. avec je retire mon flingue, donc je dénude ma cuisse, voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc alors, pour résumer, ça réinvente pas le concept, ça on est bien d'accord. Mais je trouve que ça réussit au sein du même univers et malgré les références obligatoires à la saga John Wick, à se démarquer de la saga justement. Avec par exemple, moi ce qui m'a marqué, c'est des combats moins chorégraphiés et plus bruts. Ce qu'on retrouvait en y repensant, et pour les avoir revus il y a pas si longtemps, dans le premier John Wick, où il y avait le fameux mec qui tue avec le bouquin dans la bouche et tout ça. Après, on est tombé dans un truc très très chorégraphié. Là, on retrouve le truc un peu instinctif, un peu brut. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Elle s'en prend plein la gueule. Elle assure réellement dans les bastons. Pour le coup, quand on voit les making of, je crois qu'elle a assuré 80% comme Keanu Reeves, 80% des bastons, des cascades et tout ça.
Bon, après, évidemment, c'est un scénario basique, zéro subtilité, avec toutes les lourdeurs possibles et inimaginables imposées par les films de vengeance. Euh, voilà. La réal, donc c'est le réalisateur de Underworld, l'un des deux premiers, si je dis pas de bêtises, Les Winsman, et du quatrième Die Hard, qui était pas un mauvais film d'action, un pas très bon Die Hard. Donc c'est pas un tâcheron, mais le comment l'idée du John Wick movie, c'est un truc justement très classieux, voilà, réalisé par un ancien cascadeur. Là, il y a des moments où on sent que c'est un simple yes man qui tourne le film. Et d'ailleurs, effectivement, le réalisateur des John Wick est revenu à la rescousse pour faire des reshots parce que les producteurs étaient pas du tout contents de ce qu'ils voyaient. Parce que Alors, visiblement, c'est tout le troisième acte qui a été oui, oui, complètement refait. complètement refait. Et on en parlait, Lilian. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est quand ils engagent un réalisateur, justement, ils voient sa filmo et tout, ils auraient pu s'en douter dès le départ. Donc ça, c'est les grands mystères hollywoodiens. Moi, le vraiment bon point que je vois, c'est que ça dure 2 heures, générique compris. Ça sait où ça doit aller. On a, peut-être qu'on sera pas d'accord avec moi, mais pas le temps de s'emmerder. Ce qui était, pour le coup, en tout cas en ce qui me concerne, plutôt le cas dans le dernier John Wick, 2h54, je crois, c'est vraiment beaucoup trop. Et puis évidemment, on en parlait tout à l'heure du dernier Mission Impossible. C'est un bon petit film. Encore une fois, ça réinvente pas le style, ça réinvente pas la saga, mais je trouve pas, voilà, je trouve pas que ce soit non plus honteux euh, en comparaison aux autres John Wick. Peut-être que j'ai même préféré au dernier. Voilà. Ouais, je vais plutôt aller dans ton sens. Je me suis pas véritablement emmerdé, même si je pense que ça reste 2 heures trop longues, parce que toute la première partie de l'origin story qui dure déjà 25 minutes, en fait, ça pouvait être bouclé à l'intérieur de flashbacks de choses assez simples. Il y a des problèmes scénaristiques gigantesques. On te fait revenir Norman Reedus, avec lequel devrait y avoir quelque chose. Enfin, on te fait venir, pas revenir, hein, plus exactement. Norman Reedus, hein, le fameux Daryl de Walking Dead, Ouais. là-dedans pour 2 scènes et demie. On te sent qu'on fait revenir John Wick parce que bah si c'est dans l'univers de John Wick et qu'il n'y a pas de John Wick, bon. Après, il y a des Ouais. idées extraordinaires. Pardon, oui. Non, c'était juste, je fais une micro-parenthèse parce qu'effectivement, j'en ai pas parlé. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Ça fait un peu pièce ajoutée, le retour de John C'est Wick. pour ça que le film à un moment est bancal. Après, il y a Ça se passe avant John Wick 4 ou... bah, en C'est fait, entre le 3 et le 4. ouais, Ok. mais c'est pas exactement précisé non plus. Donc, ce qui fait qu'à un moment, tu peux être aussi un tout petit peu paumé parce que si forcément c'est après le 4, Officiellement, c'est ça. ouais, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de notice explicative avec le film. Moi, je trouve qu'il y a des très très bonnes idées. Franchement, il y a des trucs qui m'ont fait plutôt marrer dans le sens où tu arrives dans un village autrichien et en fait, ce monde entier de J'adore. ce village autrichien, c'est un village de tueurs qui élèvent leurs enfants à tuer. T'as même des cibles dans la cour de récré où les enfants s'amusent à tirer sur les cibles et tout. Donc, je me dis qu'il y a des excellentes idées, il y a des combats magnifiques parce que La fin, elle est jouissive. voilà, il y a une fin, il y a vraiment un combat au lance-flamme qui est archi stylé, franchement, qui m'a plutôt cloué, qui m'a fait vraiment, Ouais. vraiment plaisir à voir. Comme tu dis, Anna de Armas, ça fait le taf, elle est là. Après, elle a rien à jouer, donc
elle est pas exceptionnelle non plus, quoi. J'ai envie de dire, c'est Ana de Armas ou une autre, ou Charlize Theron, il se passera exactement la même chose. Alors, on est tous amoureux d'Ana de Armas, hein, là-dessus. Encore une fois, il y a pas de problème. Mais ça n'amène pas grand-chose. Et le seul truc où je trouvais que ça allait être bien parti, c'est qu'au début, on lui dit, bon, bah, tu peux pas te battre avec les mêmes forces que les mecs que tu vas te battre, donc bats-toi comme une fille, bats-toi comme une femme. Et on lui dit dans le texte, et on voit qu'elle va utiliser d'autres éléments pour pouvoir réussir à se battre, et avec une certaine forme de brutalité. D'ailleurs, il y a une scène assez jouissive où tu la vois partir, et puis il y a une bagnole qui la ramène, et là, Ah, c'est énorme. il y a un combat à la hache qui vaut vraiment le détour. Et donc, elle se sert de ses propres armes à elle, mais qui est totalement oubliée dans la troisième partie, où là d'un coup elle se bat avec exactement les mêmes points forts que John Wick, hein, qu'on voit aussi en parallèle. Et il y a un vrai problème où sans John Wick elle meurt. Et donc on veut te montrer un personnage qui va être badass, qui va monter en puissance et tout ça. Mais heureusement que John Wick est là, parce que sinon la pauvre Alors petite, attends. elle est daronnée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors je me suis fait la réflexion au moment même et à un moment dans le 3, sans Ali Berry, oui, qui se fait tuer aussi, il y a un moment. D'accord, mais là, on est dans le ballerina, on essaie d'imposer un nouveau personnage, parce que tu te doutes bien que par rapport à la fin, les mecs, ils espèrent Oui. que ça va avoir suffisamment de succès pour grimper derrière. Et puis, bon, bah, on fait, ok. Après, encore une fois, je suis comme toi, j'ai pas Et passé on se du retrouve tout un après une mauvais virgule. moment, j'étais plutôt content, je m'attendais vraiment à rien. J'étais aussi comme toi un peu déçu par le 4, plutôt déçu aussi par le 3 et le 2, je le trouve absolument extraordinaire de John Wick. Mais voilà, j'ai pas envie qu'ils en fassent une saga. Très honnêtement, je trouvais ça sympa qu'il y ait un petit truc à côté, mais j'ai pas envie qu'ils en fassent une saga. Euh, pour terminer là-dessus, Christophe, est-ce que toi c'est un film que tu iras voir? Bah, moi, les John Wick, avant la sortie du 4, j'en avais vu aucun. Ah oui. Et j'avais tout rattrapé pour le 4 et ouais, j'ai pris un petit plaisir devant, c'était kiffant et donc oui, je le verrai. Je sais pas si je vais avoir le temps au cinéma parce que là, il y a beaucoup de choses qui sortent, mais si j'ai pas le temps de le voir au cinéma, je le rattraperai certainement. Et je crois que je suis le seul à avoir vu le Wes Anderson, c'est ça? Oui, Ouais, c'est j'étais ça. en vacances et tu m'as pas donné envie. Je ne sais pas si vous allez aller le voir, Olivier. Sûrement à la télé. Je sais pas si j'aurais tellement le temps de Ouais, avec les. je pense que ça vaut la télé. On en parlera tout à l'heure avec ce qui arrive là dans les semaines à venir. Ouais, ouais. Non, je pense que ça vaut la télé. Il y a des supers idées, le film il part vachement bien, mais en fait, j'ai l'impression de juste de voir quelqu'un qui bégait et qui bégait aussi son cinéma et qui à partir de là, bon, en fait, j'en ai concrètement plus rien à foutre, même avec un casting comme celui-ci. Et c'est énormément d'ennuis. Voilà, pour moi maintenant, Wes Anderson. Je suis même pas sûr que si demain tu me dis, il y a un nouveau film de Wes Anderson, je pense que j'irai pas le voir. Si c'est pour faire toujours les mêmes trucs, bien, même si les plans sont extrêmement bien composés, bon, il y a juste un petit peu de fatigue. C'en est fini, en tout cas, pour notre actu. Et maintenant, on va passer au débat. Et après cette petite virgule. Et donc, on va parler des sorties de l'été, les films, les gros films, les blockbusters ou peut-être les films un petit peu moins attendus. J'ai devant moi une petite liste de films et puis si jamais vous pensez qu'il y en a que j'en ai oublié à la fin de cette liste, Christophe et Olivier, n'hésitez pas à les rajouter. Alors, je vais tout simplement vous lister des films et vous allez me dire hypé, oui ou non, de 1 à 5. Ça vous va comme petit jeu?
Ouais. Parfait. Très bien. On va commencer par 13 jours, 13 nuits. Alors, c'est le film, je crois, de Martin Bourbelon. Bourbelon, Oui. j'écorche son nom peut-être. Bourbelon. Bourbelon, Non, c'est ça. Bourbelon. Avec Roche Dizem qui a l'air. Personnellement, j'ai une hype de 5 sur 5. Olivier. Alors, je l'ai pas mis en premier, mais dans ma liste. Mais oui, oui, ça fait partie de ma liste. Le sujet m'intéresse. Moi, je suis un fan absolu de Roche Dizem. Ouais. C'est un charisme plus 100. Effectivement, quand tu le vois sur les images, bon, voilà, paf, il éclate l'écran déjà rien que dans une bande-annonce. Il y a des plans, voilà, des mouvements, des trucs. Enfin, ouais, ça me hype fort. Christophe. Idem, 5 sur 5, ça fait partie du fait que le mois de juin va être compliqué parce que j'ai beaucoup de choses qui me hype énormément et ça a l'air extrêmement ambitieux. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ça a l'air d'être du polar intelligent et ouais, c'est le casting, même l'actrice, putain, j'ai plus son nom, aidez-moi. Je sais pas. Oui, oui, Euh, bah, je la Euh, vois, mais j'ai plus son nom non plus. J'ai sa tête, mais j'ai plus ouais, son c'était son aussi nom. dans les Trois Mousquetaires. c'est Exactement. ça. Formidable. Elle est formidable, en plus. Linda Kundry. Voilà, Elle a merci. un Voilà. charisme fou et elle joue extrêmement bien. Non, franchement, ça peut vraiment faire très très mal ce film. J'avais été vraiment déçu par son Eiffel, mais là, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse quelque chose de fort. Le film de Brad Pitt, F1, elle est où la hype, Olivier? Alors, elle est de 6 sur 5. C'est 6. Joseph Kosinski, celui qui a fait Maverick. Ouais. Alors, je pense que le scénar, il va être basique, en mode Days of Thunder, bah, avec Tom Cruise, justement. Mais alors, en termes d'image, ça peut être un truc de fou furieux dans la salle avec le son Dolby 14.1 et tout. Euh, allez, je vais même dire 7 sur 5. Ok. Christophe? Moi, ça va être 3 sur 5. Ouais, je serais comme Je suis toi. pas, je suis pas un grand fan de Formule 1. Mais c'est vrai que le casting, bah ouais, ça donne un peu envie et malgré que j'aime pas les Formule 1, il y avait un film de Ron Howard, je crois, Rush, Ouais. qui était sur Oui, la Formule 1 et j'avais eu un malin plaisir devant. Ça m'avait totalement surpris. J'étais pas allé le voir à cause de ça et finalement j'avais été hypé par le truc devant ma télé, malheureusement. Et donc là, F1, bah ouais, seulement 3 parce que il y a 13 jours, 13 nuits qui sort le même jour. Alors, en même temps, moi, je connais ton installation télé. Je pense que tu seras bien aussi avec les pop-corn, avec un sentiment cinéma malgré tout. Euh, 28 ans plus tard, qui sort, je crois d'ailleurs, très prochainement, là, au moment où où on enregistre l'épisode. 28 ans plus tard, Christophe, ta hype. Alors moi, ma hype, elle est de 5 sur 5 parce que c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Même si là, je les ai tous revus la semaine dernière, le premier a pris extrêmement cher parce qu'il a été tourné en caméra DV et regardé du 640 par 480 sur une télé haute définition. Ça pixelise de ouf au point que je suis allé me renseigner sur internet pour voir, mais c'est pas possible que je regarde une version pourrie et je tombais sur des commentaires des gars qui étaient dans la même situation que moi, qui sont allés piquer un Blu-ray en se disant c'est pas possible, ma version DVD elle est toute pourrave et le Blu-ray est en 640 par 480, c'est pareil. Donc ouais, le- heureusement que ça reste hyper bien mis en scène et l'histoire sort du lot par rapport au truc de zombie classique. Et le deuxième, pareil, j'avais passé, même si je le trouvais un petit peu moins bon, j'avais passé un super moment. Des fois, ça part un peu en couille avec la scène de l'hélicoptère, mais bon, c'est pas grave. Mais là, c'est Danny Boyle qui revient et 28 ans plus tard, je veux voir ça. Je veux voir ça. Moi, j'ai une hype à peu près à 1.
je me suis, j'ai jamais été dans les 2 premiers, donc je sais même pas si j'irai voir celui-là. Olivier? Un bon 3. OK. Pas. En plus, depuis, j'ai envie de dire, depuis le 28 jours plus tard, on a vu et revu des histoires de zombies. Donc c'est vrai que je commence un peu à fatiguer. Mais oui, je reste assez fan des 2 premiers. Oui, même si le 2 est un peu moins bon, mais j'avais La quand même scène d'ouverture aimé. du 2 est grandiose. Ouais. Et le 1, voilà, il lançait un peu cette mode un peu sérieuse. Ah, oui, évidemment, il y avait eu les zombies de Romero et tout, très critique sociale et tout, mais euh, ouais, j'ai quand même envie de voir. Et puis il y a un casting, moi, qui me plaît. En tout cas, il y a bien un truc qui me hype dans le film, c'est le casting. On a Elio qui est le prochain. Alors attends, c'est le Pixar, hein, c'est ça, Oui, Christophe? c'est Pixar. Ouais, c'est le C'est prochain. ça, c'est le Pixar. Le prochain Elio, je n'ai rien vu, rien du tout, donc j'ai une hype de 3 sur 5. Christophe Et il sort là au mois de juin dans les semaines qui viennent. aussi, ouais. Bah voilà, moi c'est entre le 5 et le 1 parce que ces derniers temps, Pixar c'est ou fabuleux ou tout pourri. Et puis je suis souvent déçu. Alors bon, pas totalement tout pourri, Vice Versa 2, c'est pas tout pourri, mais enfin c'est souvent de la déception. Et le dernier grand Pixar que j'ai vu, je crois que c'est Saul, si je me trompe pas, Mhm. à contrôler, et ça commence à dater. Donc là, pour le coup, c'est pas une suite. Donc je me dis déjà c'est un bon point et à voir. Mais j'irai le voir forcément, Bien mais j'ai sûr. un peu peur. Olivier? Je dirais, pour être pile poil au milieu, 2,5. Parce qu'en fait, alors moi j'ai juste effectivement, mais c'est même Christophe qui m'a appris qu'il y avait un nouveau Pixar qui sortait. Moi je croyais que c'était genre fin d'année ou un truc comme ça, qu'il était même pas encore complètement terminé. Euh, j'ai vu aucune image, j'ai juste vu le pitch qui me fait pas triper plus que ça. C'est encore un gamin dans un monde parallèle, magique, machin. Ça Bienvenue reste dans mon Pixar. monde si tu n'as pas vu une image. Ouais, mais bah ouais, mais non mais cela dit, résultat, bah je sais pas trop. Après, ça reste un Pixar. Cela dit, il y a vraiment des Pixar que j'aime pas. Mais voilà, 2,5. On verra bien. Évidemment que j'irai. C'est un Pixar, évidemment que j'y vais. Je me ferai une opinion sur place. Après, la promo du film a l'air désastreuse parce que c'est clair que personne n'en parle. Oui, oui, Et, c'est vrai. Ah Moi bah, aussi, j'ai découvert ça et récemment aussi. ça sent pas bon ça. Quand ils font pas la promo, c'est qu'ils ont pas confiance au truc et ça pue un ouais. peu. Euh, le prochain, Quentin Dupieux, l'accident de piano. Olivier, tu te places où dans ta hype? Alors, je sais même pas sur. Moi, j'ai fait une petite liste de 10 films. Il est même pas dedans. Je sais même pas de quoi ça parle. Je sais juste que il y a Exarchopoulos avec un truc métallique sur les dents et une coupe de balai à chiottes. C'est tout ce que je sais du film. Bon, il y a Donc, Sandrine Kiberlin aussi. Bon, et comme d'habitude, ils ont euh, toujours un donc, casting de fou. donc, je dirais 0,2. Moi, je suis plutôt Non, 3 parce que j'attendrai que ça passe à la télé. d'accord. J'attendrai que ça passe à la télé. Mais moi, l'avantage des Quentin Dupieux, en principe, c'est que c'est des films assez courts, donc ça te prend pas toute la journée. Christophe? Ouais, mais faut aller au cinéma, revenir et tout. Oui, oui. Bah, c'est ça Alors, quand on est en moi, province. Quentin Dupieux, 2, parce que l'avantage c'est que ça dure pas très longtemps, mais l'inconvénient c'est que je me fais souvent chier devant, même si de temps en temps bah, je suis totalement happé par le truc. Son dernier film, j'avais beaucoup aimé. Le film avec c'était quoi le truc sur le voyage dans le temps là? Le, le, le dernier? Non, pas le dernier. Genre, bah, il fait 3 films par an presque. Oui, oui, c'est ça. Et le Un dernier film qui était le Dali, moi. avec Alain Chabat où ils Ah reviennent non, régulièrement dans le temps. fumer fait tousser. Non, C'est pas c'est pas ça? ça. Parce que ça, c'était pas Non, bon. Il y a le non, ça c'était Dali. pas bon.
Je suis en train de regarder Incroyable mais vrai avec Alain Ah Chabat. oui, oui, incroyable mais vrai. Si, ça c'était bien. Moi Ah, j'avais bien aimé. Ça, c'était pas je mal. crois que tu Ça, viens j'avais de bien aimé. spoiler la fin. Parce Ouais, que je enfin, sais de quoi ça parle. Je sais de quoi ça parle. Enfin, je vois de quel film tu parles. Il y a l'histoire du non, c'est pas le trou dans la cave et tout, Si, si. mais je l'ai jamais vu. Donc tu viens de me spoiler la fin non, à ce point. c'est au début que t'apprends ça. Ah bon? Ouais, ouais, je crois, ouais. Enfin bon. Ouais, ouais, je suis même pas sûr. Après, le film dure 1h14, hein. Mais non, Oui. c'est pas le twist du film. Non, c'est pas le tout. C'est Ok. D'autant que chez Dupieux, la plupart du temps, il part sur quelque chose et il t'emmène à chaque fois, bien sûr, complètement autre part. The Materialist avec, je crois que c'est avec Pedro Pascal et Chris Evans qui Oui. sort début juillet. Et Bah, la rien que pour le liste. casting, moi je suis plutôt hypé à 3-4 dans ces eaux-là. Olivier? Bah moi aussi. Alors tout d'un coup, je sais plus qui est l'actrice puisque c'est histoire. Elle sait plus entre son ancien amoureux et le mec qui la drague. Mhm. Je sais plus qui est l'actrice. Mais effectivement, rien que pour le cast, si j'ai envie d'un peu de fraîcheur pendant la canicule, Oui, est-ce que c'est une comédie ouais, romantique? Effectivement. Ouais. ouais, 3 sur 5, pas de souci. Christophe? je n'avais absolument pas entendu parler de ce film. Donc Bah, tu peux me remercier. voilà. Maintenant, grâce à toi, ma hype est montée à 2 parce que je suis pas très fan des comédies romantiques, mais j'irai pas le voir au cinéma. J'ai dans la liste, alors je sais pas ce que c'est foutu, ce que ça fout là, mais Ah, il y a tellement c'est une. Dakota Fanning. Oui, voilà, Dakota Fanning. Dans la liste parce qu'il a tellement de hype, I Love Pérou, qui est l'espèce de documentaire, docu-fiction, enfin je sais pas trop bien, autour de Raphaël Quenard. Est-ce qu'il y a une hype là-dessus chez vous, Christophe? Non. Non, Voilà, voilà, non plus. voilà. Je pense pas que j'irai voir non plus. Même si j'aime bien Raphaël Quenard en tant qu'acteur, mais je, pareil, je connaissais pas le projet. Faudrait pas que ça devienne tout le temps la même chose, Raphaël Quenard non plus. Sur le Jurassic World Renaissance, personnellement, au vu des images, au vu du casting, moi j'ai plutôt confiance et j'ai une hype assez grande qui avoisinerait, qui est bien dans le 4. Olivier? Pareil. Alors je doute très sincèrement, pareil, que ça renouvelle le truc. Là, à part des dinos dans l'espace, je vois pas ce qui pourrait renouveler la saga. Moi, c'est juste Gareth Edwards qui a toujours pris des choses qui avaient déjà été faites, hein, un Godzilla, un Star Wars, et qui en a toujours fait des quasi chefs-d'œuvre. Et surtout que Donc, Gareth Edwards a surtout le sens du gigantisme, ce que oui, d'autres oui, oui, n'ont oui, pas. oui, c'est ça. Voilà. Après, voilà, revoir voir Scarlett, ça me fait toujours plaisir. Donc oui, oui, un bon gros 4 qui va Ouais. vers le 4 et demi. Christophe? En tant que crossover, il parlait pendant un moment de faire un Fast and Furious avec des dinosaures, hein. J'espère qu'on l'aura jamais. Moi, Bah j'espère là, qu'on l'aura. ça renouvelait la Euh, saga. ouais, c'est ça, ça renouvelle, histoire de renouveler. Alors moi, Jurassic Park, ouais, j'y crois plus depuis longtemps parce que je trouve que ça s'est vraiment essoufflé. Mais Gareth Edwards qui vient au truc et puis Scarlett Johansson, pour le coup, je mettrais un bon petit 3 parce que je me dis que ça peut redresser la barre. De toute façon, ça peut pas tomber plus bas, donc pourquoi pas. Ça, c'est clair. Ce Et, dernier, et- ouais. ouais, et de toute façon, souvent, Scarlett Johansson, ça redresse la barre. Bien, Oh, oh, on passera sur ça. Je la couperai au montage. Donc, non, Putain, non, assume. sérieux, je l'assume, bien sûr. sérieux. Euh, alors là, on va pas être d'accord du tout, mais moi, j'ai une hype de 12 sur 5 pour le Superman. Olivier? Alors, en fait, c'est drôle, hein. Alors, je vais quand même dire que j'ai une hype de 5 sur 5. Ce que j'ai vu jusque-là ne me hype pas du tout.
On en a souvent discuté. Moi, je trouve le comédien, enfin voilà, c'est qu'une bande-annonce, mais tu vois, il m'inspire rien. Euh, Trop de méchants, surtout trop de personnages. Il combat un gaiju là, enfin genre en mode Pacific Rim et tout ça. Ça me fait flipper à mort. Et puis Mhm. ça retrouve un peu le côté un peu fun de celui des années 70, mais c'était les années 70. Et puis je suis tellement fan de Man of Steel. Après, le truc qui me fait te dire 5 sur 5, c'est James Gunn. Exactement. Christophe? Voilà, tout est résumé. Moi, très mitigé, on va dire 2,5 parce que c'est la moyenne. Parce que rebooter Superman aussitôt, je suis pas sûr. C'est pas un reboot. Mais bah, il redémarre tout le MCU, je crois, avec ce film. C'est le Oui, mais enfin, C'est c'est une DCU origin story. déjà, c'est pas le MCU. Oui, le DCU, autant pour moi, désolé. Bah, ils écrasent tout ce qui s'est passé avant dans le DCU pour redémarrer C'est peut-être sur une un autre nouveau film. planète, hein, on est dans le multiverse, hein, de toute façon. Mais non, mais je veux dire par là, c'est pas un origin story, c'est déjà une bonne chose. Ah oui, bah, heureusement, parce qu'arrivé à un moment, Ouais, ouais, là. là, ça ferait la troisième origin story en 20 ans sur Superman, ce serait un peu chiant. Ouais, à voir. J'attendrai les premiers retours avant de savoir si je me déplace au cinéma. Comme je pense le prochain dont on va parler. Eh bah, oui, bah, j'ai quand même une hype de 5 sur 5, moi, pour les 4 fantastiques, parce que c'est le gars de. Attends, c'est le gars de WandaVision ou de Loki Oui, qui. WandaVision. De WandaVision, c'est ça exactement. Le casting, bah, il me donne très envie. De ce que j'ai vu comme image, ce côté rétro-futuriste années 60 a l'air de vachement me plaire. Le Galactus a l'air d'être respecté. Voilà, j'ai cette hype. Maintenant, on est le 11 juin. Il y a des premiers avis qui sont un tout petit peu tombés à droite, à gauche, qui n'ont pas l'air aussi foufou. Mais on ne parle que de notre propre envie. Christophe, tu viens de dire à peu près, hein, ce que tu t'attendrais à que les autres aillent le voir, c'est ça? Presque, ouais. Enfin, pour moi, là, c'est au point que ça va être la dernière chance pour que j'aille voir Avenger. Parce que j'en suis arrivé à un stade où Avenger me fait pas triper. Bon, Si les gardiens, pas les gardiens, si les quatre fantastiques réussissent à redresser la barre et à me donner envie de voir la suite, oui, je laisserai une chance aux Avengers, mais sinon, étant donné que dans les personnages qui sont dans les Avengers, j'en ai un peu rien à foutre des trois quarts. C'est que des personnages de seconde zone pour moi. Là, il faut vraiment quelque chose pour relancer le MCU ou faire comme le DCU et bah, dire à James Gunn de revenir pour tout redémarrer. ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire que de la même manière que Scarlett Johansson, pour beaucoup, d'avoir Pedro Pascal dans un film, ça redresse la barre. Olivier? Pareil, enfin, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, 5 sur 5. Même si, tu vois, je vais peut-être même dire 6 sur 5, vu que j'ai dit 5 sur 5 pour Superman. Moi, le casting me plaît, l'idée du rétro-futuriste, la direction artistique, elle m'a l'air charmée. Le Galactus, comme tu dis, il a l'air vraiment respecté. Euh, de- Moi, ça me fait très très envie. Alors, j'ai un peu peur effectivement d'être déçu, mais en tout cas, là, à l'heure qu'il est, ça me fait très très envie. Et le dernier film, moi, que j'ai vu, et vous nous direz rapidement les films que j'ai pu oublier, c'est le prochain film d'un réalisateur que moi, évidemment, je vénère terriblement depuis son premier film qui était Pi, et puis ensuite Requiem for a Dream. C'est Pris au piège, le nouveau film de Darren Aronofsky. Bon, qui me fait un petit peu peur parce que ça a l'air d'être plutôt un film de commande, vu comme ça de loin. Je crois qu'il sort fin août, de ce que j'ai noté. Ouais. Bon, j'ai toujours envie de voir un film de Darren Aronofsky. J'irai le voir, malgré tout. Mais je sais pas si j'ai une hype, genre, j'ai pas forcément une grosse attente. Olivier?
Je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, les images que j'ai vues me font envie. Ça a l'air un peu dingo. Ça a l'air de se prendre beaucoup moins au sérieux que ce que peut faire Aronofsky Oui, ouais, habituellement. ouais. Ça a l'air assez déjanté. Et de base, visiblement, c'est une trilogie. C'est déjà, alors j'espère pour lui en tout cas que le film va marcher parce que c'est prévu comme une trilogie. Butler, moi je l'aime bien. Ça a l'air un peu déglingos. Ouais, ça me plaît bien. Et même si c'est un film de commande, bah c'est ce type de réalisateur qui, quand il te fait un film de commande, il te fait pas une merde, quoi. Oui, en espérant Enfin, que les studios dessus même Noé, j'ai vu bien pire. C'est pas son bien plus grand sûr, film, bien sûr. mais je pense que Noé fait par Emmerich ou je sais pas qui. Putain, ça fait 2 fois que je cite Emmerich aujourd'hui. Euh, Ça aurait été Allez, une cata, quoi. Chris, Mais ouais, non, on du avance. 4, allez, 4 sur 5. 4 sur 5. Ok, Christophe, type. Alors, bah, moi, pareil, 4 sur 5 parce que Darren, bah, je rate jamais un de ses films. Je suis pas toujours hyper enthousiaste du résultat, mais ce qui est sûr, c'est que le mec surprend à chaque fois. Et puis il a fait des petits chefs-d'œuvre aussi, donc 4. Et puis il a l'avantage de sortir au mois d'août comparé aux 3 précédents qui sortent au mois de juillet. Et moi, le mois de juillet, je C'est le serai un peu Festival occupé par d'Avignon, le ouais. Festival d'Avignon. Donc les choses se font bien et je pourrais le voir. Très rapidement, est-ce qu'il y a très très rapidement, parce qu'en fait à 3 on fait plus long qu'à 4. Est-ce qu'il y a un ou des films que j'aurais oublié dans ma liste, Olivier? Bah, moi, il y en a que j'ai noté. Alors très rapidement, Très. l'animation Bad Guys 2, parce que j'avais adoré le premier, qui m'avait fait rire. L'anime, elle était mortelle. Vas-y, Euh, enchaîne. donc voilà. Eddington d'Ari Aster. Bon, je trouve qu'il commence un petit peu à se prendre très au sérieux. Trop premier degré. Bon, c'est un peu bizarre parce que même Midsommar était sérieux, mais il y avait un truc. Mais bon, pareil, le casting, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, ça me fait un petit peu bander. Et puis malgré tout, pour le fun, y a-t-il un flic pour sauver le monde? Parce que la bande-annonce m'a fait marrer. Christophe, est-ce que j'ai oublié quelque Euh, chose rapidement? non, le Harry Aster, je suis d'accord avec Ouais, c'est vrai que j'ai Olivier, pas noté, ouais. même principe que le précédent. Ces films sont souvent surprenants et voilà, à voir. Très bien. Eh bien, on enchaîne avec la critique vintage juste après la virgule. C'est Olivier qui nous a proposé de revoir Basic Instinct. Alors, est-ce qu'en deux, trois petits mots rapidement, parce que le podcast va être extrêmement long, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu qu'on revoie ce film, que tout le monde connaît, hein, il n'y a pas besoin de faire véritablement le résumé du film. Alors, Olivier, c'est à toi. Pourquoi? Parce que ça me faisait plaisir de le revoir. Non, et puis je sais pas pourquoi, je cherchais quelque chose à vous proposer. Je me suis dit, euh, tiens, ça serait intéressant de revoir ce film avec tout ce qu'on sait, ce qu'on entend. Alors, sur les films en eux-mêmes et sur leur tournage. Je Hmm. repense à des films, Le Dernier Tango à Paris ou des choses comme ça. Euh, alors, c'est clair qu'il a vieilli. Enfin, en tout cas, le scénario a vieilli. C'est sûr que montrer aujourd'hui, dans notre époque post-MeToo, la vision très limite des femmes et faut se souvenir qu'à l'époque, beaucoup dans la communauté LGBT avaient reproché au film de véhiculer une représentation plutôt insultante et dangereuse de l'homosexualité, de la bisexualité. Bon, voilà. Après, ils ont toujours, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. Hein. Non, mais Ça reste du il y avait même eu des manifestations Ouais, il y avait eu des manifestations aux sorties des ouais, salles, ouais. des choses comme ça. Durant le film, Ça, pardon? durant le tournage, il y a même eu Oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais, ouais, il y a eu exactement, des, effectivement. exactement. Ouais. Alors après ça, voilà. Bon,
Mais c'est vrai que voilà, est-ce que le film serait traité de la même manière aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Après, moi je trouve que ça reste un thriller hyper efficace, très Hitchcockien. On se souvient de la scène d'interrogatoire avec Sharon Stone, tout en blondeur avec son chignon. Et justement, ce qui pose peut-être le plus de problèmes quand on pense au behind the scene du film, c'est justement cette fameuse scène d'interrogatoire où Verhoeven aurait, d'après Sharon Stone, lui aurait demandé d'enlever sa culotte parce que ça reflétait trop la lumière, voilà. Elle avait dit OK, mais on montre rien avec les fameuses jambes qui se croisent où on coupe en tout cas. Il lui a dit oui, oui, et en fait, il a fait non, non. Alors lui, il nie. Mais voilà, ça pose quand même une interrogation sur le consentement des actrices. En tout cas, à cette époque. Pendant un tournage d'un film, même de façon générale à cette époque et même encore aujourd'hui, sauf que maintenant, aujourd'hui, on met des choses en place. Et Donc c'est un film. dans l'histoire, pardon, je te coupe, mais pour conclure là-dessus, lors de la projection, elle a giflé Verhoeven. Exactement. J'allais y venir. Voilà, non mais si on met tout ça de côté, pour moi, ça reste un polar hyper efficace avec des scènes tendues. Le couple Douglas-Stone fonctionne toujours aussi bien. Le film est hyper léché, hyper classieux. Voilà, c'est Verhoeven. Après, voilà, est-ce qu'on valide, est-ce qu'on valide pas ce qui c'est pas tant l'histoire, l'utilisation, enfin comme on montre les femmes, l'utilisation de son actrice principale pendant le tournage me pose un peu plus problème que l'histoire en elle-même. Hein. Christophe, alors, toi, tu as beaucoup dit, Olivier. Christophe, cette vision, elle t'a fait plaisir? Alors, est-ce que les à côté t'ont empêché de bien apprécier de nouveau ce film? Est-ce que tu l'avais déjà apprécié d'ailleurs la première fois? J'avais plutôt apprécié la première fois. Alors pour le coup, j'étais passé à côté de la polémique, mais ce qui me semble bizarre, c'est que la fameuse scène de l'interrogatoire, enfin, tout est focalisé là-dessus. Donc même la réaction des autres, même la façon dont elle écarte les jambes, enfin, ça me semble bizarre que ça ait été tourné sans qu'elle se rende compte que ça allait être utilisé pour ça. Mais bon, pourquoi pas. Après, bah, moi j'avais beaucoup aimé le côté Hitchcockien du film parce que je suis un grand fan des vieux polars d'Hitchcock. C'est sûrement un des trucs qui m'a attiré vers le cinéma. L'utilisation de la musique, il n'y a pas beaucoup de films où tu entends la musique et tu dis tout de suite, putain, ça c'est le film. Surtout des films qui sont pas des licences, c'est un film, un one shot. Et la musique, elle est hyper marquante et elle apporte vraiment à l'ambiance du film. Tous les dialogues entre Douglas et Sharon Stone sont vraiment géniaux avec énormément de double sens. Après, le scénario en lui-même, c'est un peu le roman d'été que tu lis sur la plage, c'est pas très vraisemblable. La répétition de la scène de suspense, ils font l'amour à chaque fois, est-ce qu'elle va lui mettre un coup de pic à glace ou pas, alors qu'elle lui mettrait un coup de pic à glace, c'est la suspect numéro un, elle couche avec lui, bah, c'est totalement débile de sa part, donc c'est un non-suspense presque. Et comme le final avec le double twist, c'est ultra tiré par les cheveux. Mais ne serait-ce que pour l'ambiance, le suspense qu'il installe et la mise en scène, le film a mal vieilli, mais il reste de bonnes choses dedans. Je suis à peu C'est près. aussi le seul polar Ouais. érotique qu'on peut Ouais. retirer, parce que tout le monde a surfé sur la vague, mais tout le monde a fait de la merde derrière. Oui, exactement. Ouais. Je suis assez d'accord. Voilà, je vais pas rajouter sur les qualités du film, du côté polar, du couple qui marche vachement bien. Michael Douglas, moi, c'est un acteur que je trouve tellement génial, enfin, que je trouve tellement fort et tout. Donc j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ce qui était assez amusant, c'est que finalement, le personnage masculin, il domine rien en réalité dans le film. Exactement. Il se retrouve souvent plutôt en position de vulnérabilité constante. Donc c'est assez Ouais, drôle d'un parce que je pense pantin. que oui, on a une espèce
de revoir le film comme ça, où je l'avais trouvé excessif, enfin, dans mon souvenir, et puis avec à la lecture aujourd'hui des MeToo et de tout le reste, effectivement, j'avais le sentiment que c'est très machiste. Alors, c'est la vision après du metteur en scène, la façon de faire le montage, et c'est peut-être là aussi, Christophe, où à mon avis, un film il se fait au montage, et donc peut-être que par rapport à cette scène de jambes croisées, décroisées, elle pouvait très bien ne pas savoir comment la caméra allait être placée. Tu vois, je pense pas quand on est comédien, quand on est vraiment dans son rôle, on n'est pas toujours derrière le combo. Et puis c'est aussi encore une autre, évidemment, une autre époque. Bon, tout ça mis de côté, j'ai revu le film en me disant, bah, je vais critiquer. Puis je me suis laissé prendre par le truc. Évidemment, on va dire que c'est des films qui sont datés, mais comme tous les films qu'on peut dire, enfin, on peut revoir un film de Melville et se dire, bon, bah voilà, c'est daté, mais daté de cette époque. Après, je trouve pas que c'est forcément très mal vieilli. Ça a mal vieilli, oui, sur le côté scénario, etc. Mais peut-être parce qu'on a eu plein d'autres films qui ont ressemblé à ça derrière. Je trouve que d'une certaine manière, le film il reste marquant. Il reste pas marquant juste pour alors pour tous les behind the scenes comme tu dis Olivier, il reste marquant parce que bah à ce moment-là, ouais, c'était quand même assez osé ce film avec cette violence sous-jacente. Je sais plus très bien. Je pense qu'il est mitoyen. Il est cousin avec Le Silence des agneaux en termes de date, non? C'est l'année suivante. 91, Le Silence des agneaux. 92, Basic Instinct. Voilà. D'où l'idée aussi que les mouvements LGBT. Alors à l'époque, il n'y avait pas QIA+, parce que le méchant du Silence des agneaux, bon, il est aussi, je crois qu'il Ah est, bah ça avait été critiqué aussi. Hein. il est aussi dans le même mouvement homosexuel. Donc, enfin, le personnage est un peu plus ambigu que ça. Je devrais pas dire ça. Donc, je pense il y a d'autres, il y a d'autres choses. Mais en tout cas, effectivement, il y avait eu, je pense aussi, peut-être des polémiques aussi à l'époque par rapport à ça. Mais voilà, j'ai plutôt passé un bon moment devant la vision de ce film, la revision de ce film. Après, ouais, bien sûr, ça se referait pas. Ce film-là, il se ferait pas aujourd'hui et sûrement pas de la même manière. Donc, euh, donc voilà, c'est malgré tout pas le film de Verhoeven que je préfère. Ça, c'est évident. Ah bah non plus. Donc, Non plus. voilà, et ben merci. Et donc c'est Christophe qui va nous choisir notre film vintage qu'on doit voir pour la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est? Oui, et bah, je Tu voulais nous as dit que tu mélanger nous as dit qu'on n'était pas prêt. de short-circuit. Et donc, j'ai choisi une comédie française. Ah. Et pendant un moment, je me suis dit, allez, soyons fous, je me suis tellement fait chier il y a 2 mois qu'on va choisir Le gendarme et les extraterrestres. Mais bon, Wow. mais non, même moi, j'ai pas envie de revoir ce film, donc finalement, j'en ai choisi une autre que je trouve, une autre comédie Ah, que je trouve quand même plus intéressante. Je voudrais quand même qu'on passe un minimum un bon moment, donc j'ai choisi Delicatessen. Oh, ah. intéressant. Bien ouais. Ouais, carrément. Très longtemps que bah d'ailleurs je Et pense que je ne l'ai celui-là, vu qu'au cinéma moi. alors Ouais, je je l'ai l'ai vu qu'au vu au cinéma. cinéma, mais ça fait genre 25 ans que je l'ai pas vu. Ouais, ouais, Très énorme. bien, Très bien. énorme. C'est une super idée. Eh bien, après la virgule et après ce long épisode, on va quand même prendre le temps de vous parler de nos coups de cœur. À tout de suite. Donc, les coups de cœur du mois de juin. Alors, il peut y en avoir plusieurs à voir, à lire, à entendre. On commence par Christophe. Alors, bah, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Je suis un grand fan du festival Oeuf, donc je me dis avoir du théâtre, c'est avoir. Donc, je vais vous parler de ma pièce coup de cœur de l'année dernière, qui revient cette année au Festival d'Avignon. Ça s'appelle Ariane, un pas avant la chute, et ce sera au théâtre de Loul à 20h25.
Alors, Ariane pas avant la chute, c'est un spectacle totalement surprenant. Ça commence comme un véritable concert avec la participation du public qui, je pense, tu vois dans une salle où le public ne participe pas, bah, ça y perd parce que pendant toute la première partie, tu as vraiment l'impression d'être à un concert. Les chansons sont hyper qualitatives, c'est du rock qui envoie bien. Les chansons, ça reste en tête. Depuis, j'écoute régulièrement les chansons de la playlist de la pièce de théâtre. Il y a quand même, il doit y avoir 7 ou 8 chansons dans la pièce de théâtre. Hmm. Et d'un concert de rock, ça va basculer et là, tu vas aller dans le théâtre, dans une émission de télé, dans du cinéma. Ça va mélanger continuellement les genres. Il n'y a aucune coupure, il y a une super utilisation de la vidéo. La comédienne, j'avais noté, Mathilde Lédit-Ménétrier, elle envoie du pâté aussi bien dans le jeu que dans le chant, parce qu'elle chante vraiment très très bien. C'est une proposition qui sort du lot. J'aime bien au théâtre quand ça me sort de ma zone de confort. C'est un petit ovni et même si le final, je l'ai vu arriver, je m'en fous. J'ai été bluffé par l'originalité et la qualité du spectacle. Et ouais, c'est vraiment une grosse découverte. Et je pense qu'ils iront au Molière dans le meilleur spectacle musical. Ils l'auront pas parce que c'est toujours la grosse comédie musicale du moment, mais je les vois bien aller faire comme Punk l'année dernière. Petite parenthèse, tu couvres entièrement le festival d'Avignon avec quoi, à peu près une quarantaine ou une cinquantaine de pièces cette année encore? C'est ça, normalement environ 45 pièces, sûrement un peu plus parce que je pense que je craquerai, mais voilà, grosso modo, c'est ça. Et donc, je le rappelle, et puis j'essaierai de le mettre peut-être aussi en lien, on peut suivre toutes tes critiques pardon, sur ton site Critique d'un passionné. Il y a aussi un Instagram et il y a un Facebook, hein. C'est ça. Donc là, tu vas avoir ta grosse actualité de l'année. Ce qui est génial, c'est qu'on en parlera peut-être à un autre moment, mais en tout cas, il y a de plus en plus de compagnies, de productions qui t'envoient des invitations, même pour voir aussi les spectacles en avant-première. Et je suis très admiratif de ce que tu fais, Christophe. C'est assez énorme. Euh, Avant de te passer la parole, Olivier, moi je vais faire mon coup de cœur. J'en sors. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est Life of Chuck. Je n'avais pas vu une image. Je crois que j'ai juste vu Tom Hiddleston danser comme ça, et j'ai entendu que la musique était la musique en tout cas la musique de fin, et de Grigory Alan-Isakov, qui est un de mes chanteurs préférés au monde, et que je peux même dire que c'est un pote. Euh, et j'ai senti qu'il y avait une ambiance qui allait me plaire. Je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Je suis ressorti avec, tu sais, ce genre de film où tu te dis, ça va rester, ça va grandir, ça va prendre son temps. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais je sens que c'est un film que dans quelques années, je vais dire, ou peut-être même dans quelques mois, non, c'est vraiment très bien, il faut que je le revoie. C'est pas résumable, vraiment pas. Bah oui, c'est la vie de Chuck. Alors, vous allez comprendre le film, au bout d'une demi-heure, ça vous donne la résolution quelque part. Enfin, même pas quelque part, vous comprendrez tout de suite. Et en fait, c'est pas grave parce qu'après, on prend le puzzle. Il y a un Mark Hamill que je n'ai pas, mais vraiment pas reconnu, mais avant longtemps, qui fait une composition de grand-père extraordinaire. Tom Hiddleston, comme d'habitude, c'est la classe incarnée. Le petit gamin qui l'incarne, il est extraordinaire. Non, franchement, il y a une qualité de jeu. Je pense que c'est un film qui va vraiment grandir en moi. Euh, il vient de sortir. On est le 11 juin au moment où on enregistre cet épisode, donc il est sorti là. Si vous nous écoutez maintenant, moi je vous encourage vraiment à aller le voir parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, et je pense que ça fait appel à des choses qu'on a en nous quand on est tout gamin, et qui, vous vous dites, il y a du monde à l'intérieur, et ce film répond vraiment à cette interrogation, et je trouve ça vraiment merveilleux. Olivier, pardon, j'ai fait un petit peu long, mais
Je suis encore dans l'émotion de ce film. À toi. T'as excité mon envie de le voir. Voilà. Je devais le voir pareil. aujourd'hui. Excitation qui était déjà forte. Mais là, en fait, je cherchais de quoi parler. Et je me suis dit, finalement, alors que ça aurait mérité qu'on le fasse, même que ce soit presque un dossier, on n'a pas parlé d'Andorre. Donc, je voulais juste dire un petit truc dessus. Ça va aller vite parce qu'en fait, c'est très écrit, c'est pas très naturel ce que je vais dire, mais j'ai pris du temps pour l'écrire. Andorre raconte sans détour les rouages du fascisme dans l'univers Star Wars. Encore plus forte que la première saison, celle-ci navigue avec une aisance, assez folle pour un pur produit hollywoodien, Disney quand même, entre action tendue et études sensibles, qui prend son temps, parfois peut-être un peu trop, petit péché d'orgueil, des comportements qui nourrissent la tyrannie. Ici, la série de Tony Gilroy dénonce la notion de post-vérité et parle de l'inconscient collectif forgé par le pouvoir en place. Là, par exemple, la planète Gorman, dont les locaux seraient des brutes qui menacent la sécurité de l'Empire. Mais surtout, où il y a des ressources énergétiques à exploiter. La mise en scène, les dialogues font d'Andorre un chef-d'œuvre aux propos parfois insoutenables, mais toujours passionnants. Voilà. Alors, tu as bien raison. On n'a pas parlé d'Andorre comme ça, mais je pense que ça va faire partie du prochain podcast qu'on fera sur en hors-série. On vous dit pas sur quoi, mais j'appuie à 2000% tout ce que tu viens de dire. Voilà, on termine donc dans un état critique. Merci Olivier. De rien. Merci Christophe. À bientôt. Bien sûr, à bientôt. Alors voilà, on aura fait plus long à 3 qu'à 4. On se retrouve de toute façon d'ici quelques semaines, le mois prochain, pour un nouvel épisode qui sera a priori hors série. On vous souhaite de vous faire de bonnes toiles d'ici là. Ciao!